bonjour à tous et merci d'être là pour cette dernière table ronde des sessions parallèles de la journée sur le thème de médias et experts. Comment dialoguer, comment faire fructifier le dialogue entre les médias et les experts. Alors pour cette table ronde, nous accueillons Kirsti Loken-Stavrum, qui est complètement à ma droite. Non, ça ne marche pas. Apparemment, la traduction ne marche pas. Non. Alors, quelqu'un peut peut-être nous venir en aide. Bon, ça ne m'empêche pas de la présenter de toute façon. Donc Kirsti est propriétaire d'un grand groupe de médias en Norvège et par ailleurs elle est la chef du gouvernement, de la commission gouvernementale placée auprès du gouvernement norvégien sur la liberté d'expression. Juste à côté d'elle, Leonardo Curcio, qui est politologue et journaliste, membre du centre de recherche CISAM, qui est rattaché à l'Université autonome de Mexico. Ensuite, David Lasfarge, qui est avocat international et associé du cabinet Jantet. Et juste à côté de moi, Laurent Guimier, qui est directeur de l'information à France Télévisions. Alors juste quelques mots d'introduction pour laisser à nos intervenants le temps de s'exprimer. Donc sur ce thème médias et experts, il y a évidemment plusieurs voies d'entrée dans le sujet. L'une d'entre elles, c'est de partir de la concurrence que se livre aujourd'hui pour l'information et pour l'accès à notre attention, les médias traditionnels et les réseaux sociaux, évidemment, et qui remettent, je pense, en question, on en discutera tout à l'heure, le rôle des experts. Un expert, pour s'exprimer, il a besoin de temps. C'est un professionnel de son domaine. Alors, on est désolé de ne pas pouvoir accueillir aujourd'hui un médecin qui devait être parmi nous, mais excusez-le, il fait juste une transplantation de foie, donc il a un petit peu d'autres sujets à traiter. Mais en fait, le rôle des experts est un peu malmené par cette concurrence entre les réseaux sociaux et les médias. Alors, il y a beaucoup de domaines qui peuvent éclairer notre compréhension de ce sujet. Il y a d'abord les sciences cognitives, qui nous disent au fond qu'on a tous ce qu'on appelle des biais de confirmation, c'est-à-dire plus on reçoit des informations qui vont dans le sens de ce qu'on pense, plus on a envie de lire ces informations et plus on est réticent à entendre des voix un peu différentes. Or, celle des experts est souvent différente. Et notamment, elle est souvent pas simple, la parole des experts. Donc, est-ce que les réseaux sociaux peuvent nous permettre d'entendre toujours les experts, sachant que les réseaux sociaux, et ça c'est plutôt l'économie qui l'explique, les réseaux sociaux fonctionnent sur la multitude, que ce soit Twitter ou Facebook, pour prendre ces deux réseaux qui diffusent de l'information. Twitter et Facebook fonctionnent sur les effets de réseau qui explique la domination de ces plateformes et finalement le fait qu'on est embarqué dans un flux de gens qui pensent comme nous. Et ça, c'est évidemment très dangereux, à la fois pour le modèle traditionnel des médias et pour la parole des experts. Donc le rôle des experts est déjà difficile dans les médias traditionnels, mais il l'est encore plus quand il est finalement balayé par les opinions, et les opinions ont peu de choses à voir avec l'expertise. Donc on traitera de ces questions pour commencer. Ensuite, il y a évidemment l'autre grande question, c'est d'où parle l'expert. Est-ce que, on a vu avant la crise financière et après, dans les années 2000-2010, on a beaucoup remis en question le rôle des économistes en disant mais finalement tous ces économistes qui parlent sont souvent associés à des banques, ont souvent travaillé dans le secteur financier et bancaire, ils n'ont rien prévu, ils n'ont pas alerté sur les risques, etc. Et il y a eu un grand mouvement d'interrogation qui a touché les économistes, mais on sait bien aussi que ces mouvements, ces questionnements ont touché aussi les scientifiques et notamment les médecins dans leur rapport, par exemple, avec les labos pharmaceutiques. Est-ce que la parole est toujours légitime quand l'expert est rémunéré par telle ou telle partie prenante, finalement, dans le débat public? Alors, c'est toutes ces questions que nous allons essayer de discuter ensemble. Et je vais d'abord passer la parole à Kirsti, qui apparemment a récupéré une traduction simultanée. Well, I am, and now Oui, effectivement. Donc, je vais parler. Donc, merci de cette invitation. Merci de me donner cette possibilité de parler de ce sujet qui est extrêmement intéressant. Donc, je suis chef de la commission sur la liberté d'expression au sein du gouvernement suédois.
Nous avons 15-16 personnes qui font partie de ce comité qui, depuis 2 ans et demi, explorent tous les aspects de la liberté d'expression d'un point de vue juridique, mais aussi vis-à-vis des réseaux sociaux. Et nous allons livrer un rapport au gouvernement au mois d'août. Je ne peux pas vous parler de ce rapport parce que le rapport doit rester secret avant qu'il soit livré. Mais j'aimerais commencer le débat en parlant des réseaux sociaux parce que je les trouve extrêmement intéressants. Si on suit les discussions sur la liberté d'expression et sur les réseaux sociaux, il y aura toujours quelque chose de négatif qu'on va entendre parce qu'il y a des problèmes, il y a des erreurs, il y a des personnes impolies, il y a la haine, il y a les trolls, il y a des chambres d'écho. Et même si on parle de tout cela tout le temps, il y a une énorme démocratisation qui se déroule devant nos yeux. On n'a jamais rien vu de pareil. Peut-être avec les Kinder, mais pas vraiment des gros changements comme on voit aujourd'hui. Donc, si on ne sait pas écrire ou si on ne sait pas se présenter, eh ben, les réseaux sociaux sont là pour eux. On peut mal orthographier des choses sur les réseaux sociaux, par exemple. Mon approche vis-à-vis de la liberté d'expression, c'est que cette liberté appartient à la société civile. Donc, on peut se mettre d'accord là-dessus. Et si on est d'accord, après, il faut se tourner vers les paradoxes. Nous parlons de règlements de réseaux sociaux. Et on sait que les gouvernements auront de plus en plus de choses à dire à propos de la régulation de ces réseaux sociaux parce que c'est eux qui donnent le pouvoir à ces plateformes et ce n'est pas la société civile. Et ça aurait dû être la société civile. Donc ce sont des défis et qui devraient nous préoccuper. Mais si on est d'accord pour dire que, voilà, on vit une époque extrêmement intéressante, une époque extrêmement démocratique. On peut entendre toutes sortes de voix, toutes sortes d'experts, et puis des personnes qui ne sont pas tellement expertes, malheureusement. Mais ces personnes font partie de la même chorale, donc, et nous faisons partie de cette chorale aussi. Alors, il y a 2 angles, 2 perspectives dont il faut être conscient lorsque nous parlons d'experts et lorsqu'on se pose la question qui doit-on écouter et surtout lorsqu'on regarde les problèmes liés aux réseaux sociaux. Il faut se rappeler qu'il faut regarder tout cela d'un point de vue du pouvoir. Donc, il y a des personnes au pouvoir qui sont questionnées par des personnes qui ne sont pas au pouvoir. Et donc, il y a des personnes qui ne sont pas tellement qualifiées, qui essaient de participer au débat, mais ils ne sont pas très doués en expression, en orthographe, en compréhension. Et donc, si on les appelle trolls, si on dit que ce qu'ils écrivent, ce sont des choses de haine, des textes de haine, eh bien, on ne peut pas regrouper tout le monde dans ce panier-là. Et il faut définir tout d'abord ce que c'est qu'un troll. Donc, il faut prendre tout cela en compte. Et donc, il y a autre chose qui représente un défi. Tous les problèmes que nous voyons liés aux réseaux sociaux, liés à la liberté d'expression, ces problèmes-là existaient déjà. Mais les réseaux sociaux amplifient ces problèmes qui existaient déjà. Les réseaux sociaux révèlent ces problèmes qu'on ne voyait pas tellement avant que les gens puissent s'exprimer. Maria Essa, vous l'avez entendu parler, donc c'était l'éditrice des Philippines qui a eu le prix Nobel l'année dernière.
Cette dame parle souvent des problèmes créés par les réseaux sociaux aux Philippines. Mais il faut toujours se rappeler que les problèmes aux Philippines existaient avant l'existence des plateformes sociales. Les Philippines devaient traiter de beaucoup de problèmes avant que les gens aient leur compte sur Facebook et Twitter. C'est un rappel qu'il faut en fait, la meilleure façon de combattre ce que nous voyons comme des problèmes liés à la liberté d'expression, c'est l'éducation générale, c'est l'accès aux informations pour tous et toutes, pour que les gens soient mieux équipés pour traiter, pour absorber ces points de vue. Et donc, c'est bien d'avoir des conférences comme celle-ci et parler de tout cela, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce privilège-là. Donc, voilà, nous allons démarrer un débat sur les experts. Mais il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de choses liées au débat public qui concernent les sentiments, les émotions. Et là, ça va toujours représenter un défi pour les experts. Merci beaucoup. Merci, je suis ravi d'être là, de partager la table avec vous. Eh bien, je vous propose 3 points de réflexion. Et d'abord, l'atomisation de débats nationaux, ce qu'en anglais on appelle the national conversation, est une conséquence de la logique des réseaux sociaux et un émiettement superlatif du dialogue social et la destruction de l'univers médiatique qui était remplacé donc par un plurivers peuplé de discours isolés et parfois même insolents. Et un discours politique moins idéologique et plus axé sur les identités. Et en fait, il n'y a pas un discours systématique, mais des messages, ça s'entend bien ? Non, il faut mettre le micro. Un discours, je disais, pas tout à fait systématique, mais des messages, disons, à la carte, qui visent à séduire à des populations ou à des communautés qui ressentent l'exclusion, la discrimination. Elles sont un peu fâchées, elles sont indignées un peu partout. Et ces messages se construisent aux dépenses, au détriment de l'essence du métier des experts, la rigueur et la vérité. Et donc, ces communautés se foutent pas mal d'une analyse équilibrée ou balancée. Et c'est pourquoi le rôle des experts devient marginal dans les conversations de ces communautés. Le discours est contesté, superflu et même méprisé. Et un discours politique, je disais, économique et identitaire, et c'est le second point que je voudrais faire, et qui essaie de rassembler toutes les craintes, toutes les colères, toutes les frustrations et surtout toutes les incertitudes et les remplacer par une logique linéaire et hyper simplifiée. Les populations, bien sûr, aiment leurs leaders parce qu'ils leur rassurent et leur donnent un sens de relevance et d'appartenance et détestent, je peux comprendre très bien ça, la théorisation sur la complexité et les analyses sophistiquées. Leur réaction contre l'establishment académique, journalistique, méritocratique est hostile et péremptoire. On n'est pas aimé. Et les experts sont perçus un peu comme les PDG autrefois dans la société des classes. Ils sont un peu les responsables de véhiculer les inégalités. C'est la hiérarchie oppressive. Il faut, d'après moi, comprendre, ça ne veut pas dire justifier, cette société des craintes et des incertitudes. Le néopopulisme identitaire, discuté en Amérique par Fukuyama, ici en France par Rosan Vallon, est une plante parasite de la démocratie. Il faut un glyphosate, je ne sais pas si on dit glyphosate, un herbicide efficace. Et notre travail, c'est séparer le grain de la paille. Et c'est à nous de recentrer donc les débats des experts et les médias sur les thèmes brûlants de ce temps. Par exemple, si les utopies régressives, telles qu'on le voit en Amérique, sont des dystopies. Donc, il est nécessaire de s'adapter, et même si ça semble très compliqué. Il n'y a pas de raccourci. There is no shortcuts. L'adaptation, même la résilience,
passe ou nécessite de grandes réformes. Il faut bien sûr faire ces réformes politiquement acceptables. Il faut également démentir le discours fallacieux et récupérer la vérité comme une valeur centrale, même si c'est déplaisant. La Chine est là et sera là, les migrations sont là et seront là, et effectivement, tous les problèmes qu'on envisage en ce moment sont au présent et seront dans l'avenir. Finalement, je voudrais partager avec vous un dernier point. Et il faut accepter que les experts en ce moment n'ont pas la cote, ils ne sont pas populaires, mais c'est un peu comme le médecin. Et je crois qu'il faut un peu plus de souplesse de notre part, changer un peu notre discours, un peu plus d'empathie avec cette population à l'heure de délivrer nos messages, s'adapter un peu aux termes, aux émotions de la société. L'inflation, par exemple, qu'on a discuté ces jours, est en même temps un pourcentage, tantôt un pourcentage, mais également c'est une tragédie pour les familles. Je crois que les médias et les experts doivent le dire ainsi. C'est un taux, mais c'est également une tragédie. Merci infiniment. Merci beaucoup. David. Ça doit marcher. Normalement, ça marche. Normalement, ça marche. Oui. Ça marche. Bonsoir. Alors moi, en préparant cette intervention, je me suis demandé comment mon expérience d'avocat pouvait être utile au débat. Et ça m'amène évidemment à une réflexion, parce que quand on parle d'expert, on pense évidemment à l'expert juridique, pas seulement à l'expert que l'on voit sur les plateaux de télévision ou sur les médias sociaux. On pense à celui qui est nommé par le tribunal, celui qui intervient dans des arbitrages, voilà. Donc, quel est cet expert? Quelles sont les définitions de ces experts? En fait, si on regarde, un expert en droit commun, c'est, au sens étymologique du terme, celui qui a fait ses preuves. Celui qui a fait ses preuves, donc celui qui a une connaissance, qui a quelque chose à dire, qui peut montrer qu'il a acquis quelque chose et qui peut le partager avec d'autres. Du point de vue juridique, l'expert, par exemple l'expert judiciaire, c'est celui qui a été nommé. Celui qui a été nommé pour donner un avis qui va aider à prendre une décision. Donc en fait, on se retrouve avec deux définitions qui sont à la fois deux définitions pas totalement différentes, mais qui ne se superposent pas complètement. Et à partir de là, mon idée, c'est de dire, est-ce qu'on peut en tirer quelque chose pour que justement ces experts qui sont très décriés, comme on le disait juste avant moi, puissent peut-être s'organiser de manière à ce qu'ils le soient un petit peu moins. Alors, un premier constat. D'abord, je pense que cette idée fait sens parce que quand on parle d'experts, quel que soit l'expert, médecin, économiste, juridique, parlons de géopolitique, en fait, les attentes par rapport à cet expert sont les mêmes. Et le problème qui est toujours décrié est toujours le même, c'est celui de l'indépendance. En fait, qu'est-ce qu'on attend d'un expert ? En général, on attend de l'expert qu'il possède des connaissances qui soient indiscutables et indiscutées par ses pairs, qu'il ait la capacité, du fait de son expérience, d'intégrer des avis différents, qu'il soit apte à communiquer et à participer à des débats, et puis enfin, le plus important, qu'il soit honnête, compétent, indépendant. Alors forcément, vous allez me dire, c'est un petit peu le monde idéal dont je suis en train de vous parler. On a besoin d'un expert qui ne dépend de personne, qui soit crédible auprès de tous, qui est une autorité qui procède d'une compétence scientifique ou technique qui soit incontestée et dont la neutralité serait irréprochable. Alors, en pratique, les facteurs de dépendance sont en fait extrêmement multiples. L'expert, il est dépendant de l'État dont il est ressortissant, il est dépendant de l'administration dont il le relève, il est dépendant des sociétés qu'il emploie ou dont il tire des ressources, et puis il est aussi dépendant des communautés scientifiques dont il fait partie et des réseaux auxquels il appartient et qui sont parfois très nombreux. Donc à partir de là, quand on voit qu'on fait ce constat, qui est un constat en fait commun depuis très longtemps à tous les experts, donc qui n'est pas nouveau à travers les réseaux sociaux ou à travers leur présence très forte dans les médias, peut-être qu'on peut en tirer deux propositions très rapidement. La première, c'est de dire pourquoi les experts sont-ils aujourd'hui
aussi décriés. Ils sont aussi décriés peut-être pour deux raisons. La première, parce qu'on considère soit qu'ils prennent fait et cause pour des arguments pour lesquels en fait ils sont payés. Donc ça, c'est l'expert à qui on reproche de ne pas être objectif et de faire du lobbying. Ou alors, parce qu'on leur reproche d'avoir des liens avec des groupes d'intérêts qui sont trop précis et surtout qui sont cachés, qui est un grand sujet. Donc les deux pistes, pour dire de manière très concrète quelles pourraient être les solutions, en se basant justement sur ce qui a été fait en droit, ce qui a été fait pour les experts judiciaires, pour les experts que l'on nomme dans des arbitrages ou dans des contrats. La première proposition, la première piste, c'est démocratiser l'expertise, c'est-à-dire renforcer le pluralisme et importer le principe du contradictoire. En effet, souhaitable d'importer les acquis du modèle juridictionnel, en particulier la procédure contradictoire, c'est-à-dire une confrontation organisée entre plusieurs visions. Est-ce que, par exemple, on ne peut pas considérer comme souhaitable, lorsqu'on a des objectifs d'indépendance, d'objectivité, d'impartialité, d'avoir des experts qui puissent discuter ensemble, présenter des visions différentes dans tous les domaines, en fait. Donc, démocratiser l'expertise, c'est faire respecter le pluralisme et la responsabilité de ces experts au cours de leur mission. Alors certes, c'est un objectif, on ne peut pas le décréter, mais je pense que c'est une première piste quand même, faire en sorte qu'on ouvre les choses, qu'on fasse attention à ce que ce ne soit pas uniquement, comme vous le disiez tout à l'heure, le flux, le nombre sur les réseaux sociaux qui dictent ce que doivent être les points de vue. Et la seconde piste, qui est en fait une piste un petit peu plus juridique, c'est celle du statut de l'expert comme solution justement à cette évolution un peu trop rapide et sans encadrement que l'on vit aujourd'hui. Si on regarde ce qui s'est passé, par exemple, pour les experts dont je parlais tout à l'heure dans le domaine de l'arbitrage, qui sont très, très, très nombreux aujourd'hui dans la vie économique, il existe des tas de statuts des experts, avec des chartes, avec des règlements, ou même parfois avec des contrats avec des institutions. On peut en particulier voir un certain nombre de points qui me semblent à la fois très importants et en même temps correspondre à peu près tous les types d'experts, quelle que soit leur spécialité. D'abord, la transparence sur les conditions de recrutement et sur les qualifications de l'expert, d'où il vient, comment on l'a choisi, pourquoi on l'a choisi. Deuxièmement, l'obligation pour les experts de procéder à une déclaration d'intérêt visant à prendre en fait, j'allais dire, la mesure de leur indépendance, mais plutôt de leur dépendance vis-à-vis des tiers. Alors ça peut se faire de différentes manières, soit avec une déclaration disant que justement on n'a pas de conflit d'intérêt, soit avec une déclaration plus exhaustive, avec un CV qui soit un petit peu plus contraignant. Et troisième grande voie très importante évidemment, c'est que l'expert doit respecter des règles déontologiques. Et ça devrait faire partie de, par exemple, une charte qui pourrait être mise en place par les différents médias ou par différentes institutions. Et quand je parle de déontologie, c'est à la fois celle de la profession d'origine de l'expert, mais c'est aussi des règles déontologiques qui peuvent s'appliquer au fait qu'il se présente comme un expert et qu'il est écouté par des tiers comme un expert. Donc, par exemple, dans cette déontologie, il me semble absolument essentiel que l'expert s'engage à être loyal, sincère, à présenter une vision complète d'un problème, à respecter le pluralisme et, par conséquent, à présenter, y compris des analyses, des solutions, des options qu'il ne soutient pas, qu'il ne partage pas. Voilà, donc ce sont deux pistes, en réfléchissant, en partant tout simplement de ce qui existe déjà et de ce problème finalement quasiment vieux comme le monde, de l'expert d'assurance, l'expert judiciaire, etc. En faisant bien entendu très très attention, il ne s'agit pas de réglementer la liberté de parole, c'est là où est le danger. Donc il faut faire très très attention à ça. Et c'est pour ça que j'ai bien dit que l'on parlait de soft law, on ne parle pas de législation, on ne parle pas de quoi que ce soit, on parle de mettre en place une déontologie,
des chartes et une responsabilité également des différents médias qui le font déjà pour un certain nombre d'entre eux, pour la pluralité et les qualités que doivent respecter les experts qu'ils exposent au public. Merci beaucoup, David. Alors la question, c'est qu'évidemment, ce sont les médias qui mettent tout ça en musique, qui choisissent les experts qu'elles vont inviter sur leur plateau. Et les médias sont extrêmement friands d'opposition frontale, parfois peu compatible avec un discours d'expertise. Donc peut-être vous allez nous expliquer comment vous voyez les choses. Merci. Alors c'est bien de passer en dernier parce qu'on a le temps de réfléchir, mais c'est embêtant parce que vous avez déjà dit beaucoup de choses. Et donc je vais essayer d'être complémentaire et concis pour qu'ensuite on puisse débattre. Et effectivement, étant le journaliste opérationnel, j'ai essayé de voir comment ces trois notions, que sont l'expert, le média, le réseau social, interagissent aujourd'hui, se percutent et parfois travaillent et permettent de produire quelque chose d'intéressant. Je pense que le couple traditionnel média-expert, qui existe depuis que les médias existent, puisqu'il y a toujours eu des experts dans les médias, dans les journaux, à la radio, à la télévision, sélectionnés par une rédaction, ce couple bat de l'aile, puisque l'irruption des réseaux sociaux, il y a une petite vingtaine d'années, a complètement fait exploser une première chose qui est essentielle, qui est, et je pense qu'il structure, en tout cas de mon point de vue, l'ensemble de la conversation, le rôle traditionnel qu'avaient les médias d'être justement le filtre, ce collectif qui est une rédaction qui, en son âme et conscience, est capable de décréter, après, historiquement quand même, des temps de débat, d'évaluation, de décréter qui est expert et qui ne l'est pas. Ce qui a changé depuis 20 ans, c'est que le ticket d'entrée sur le marché de l'expertise, je vais parler un peu en façon économique, s'est effondré. Il est égal à 0 aujourd'hui, puisque n'importe qui est expert et n'importe qui, non pas est expert, n'importe qui a la capacité à développer de l'expertise, à la décrire, à la faire connaître, à la partager, à la confronter sur les réseaux sociaux. Tout ça a commencé avec les blogs il y a une quinzaine d'années. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit que c'était, et je continue à le penser, que c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous le disiez tout à l'heure, cette démocratisation extraordinaire de la parole, de l'opinion, et de la capacité à dire des choses intéressantes, et souvent plus intéressantes que des journalistes ne sont capables de le dire, puisque ça nous ramène à il y a une quinzaine d'années, les blogs experts d'aéronautique, d'agriculture ou de technologie ont souvent apporté, parce que ces expertises émanaient de réels experts, apporté et donnaient aux citoyens un complément à l'actualité et challenger quand même très très fortement le travail des rédactions. Parce qu'un journaliste expert, en général, est moins expert qu'une femme ou un homme de l'art qui, depuis 30 ans, exerce telle ou telle expertise. Ce qui a changé avec les réseaux sociaux et ce dérèglement que nous subissons depuis une vingtaine d'années, c'est qu'encore une fois, le ticket d'entrée sur le domaine de l'expertise s'est effondré. Et à la différence de ce que vous disiez, David, évidemment, lorsque la justice choisit un expert, alors je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles elle est choisie, parce que c'est d'autres types de sujets, mais enfin, elle se fonde quand même sur des critères objectifs. Un passé, un corpus idéologique et déontologique, enfin tout un tas de choses, une expérience, une absence de conflit d'intérêts, enfin tout un tas de choses qui font qu'en général, l'expert en bonne et due forme est quelqu'un d'à peu près bien identifié. Aujourd'hui, n'importe qui sur les réseaux sociaux est expert. Alors je décris une banalité et je vais pas dire bon bah tout ça c'est la faute des réseaux sociaux, nous les médias on est blanc-bleu, tout va bien. Ce qui a changé, c'est la porosité et même la contamination entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce que certains médias, je ne dis pas tous les médias, pratiquent, en cela qu'ils vont chercher sur les réseaux sociaux des personnes qui se sont décrétées experts et qui, parce qu'elles passent ensuite sur les médias, alors pour le coup, sont ointes de l'huile médiatique qui, de fait, renforce le statut d'expert d'une personne qui n'était pas forcément a priori. Je ne vais pas vous donner d'exemples, vous les connaissez, mais bon, en gros, pour faire très simple, on va piocher quelqu'un sur les réseaux sociaux, il vient en plateau, et donc derrière, il est forcément quelqu'un
qui va sur les réseaux sociaux être beaucoup plus suivi et qui va donc ensuite devenir beaucoup plus expert qu'il ne l'était précédemment. Donc ce cercle infernal, cette contamination entre réseaux sociaux et médias, c'est ça qui est en train de tout dérégler. Et c'est donc la capacité des rédactions, des médias, mais des rédactions, de ce collectif que la rédaction, la responsabilité ultime des médias, c'est de résister à ça. C'est de continuer à travailler, non pas comme s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais à continuer à travailler, vérifier, s'assurer de la traçabilité de ce que dit la personne, de son absence de conflit d'intérêts. C'est résister à la facilité qu'il y a d'aller chercher un expert plus ou moins auto-désigné sur les réseaux sociaux. C'est la première chose. La deuxième, je vais aller vite, hein. La deuxième, qui caractérise l'époque dans laquelle on est, c'est l'extraordinaire violence renvoyée, que nous vivons sur les réseaux sociaux, violence qui est celle du Far West. Hein. Il y a quelques années, j'avais écrit un texte parce que je continue à penser que tout ça est une révolution bénéfique, mais elle était plus joyeuse il y a 10 ans qu'elle est aujourd'hui. Et je décrivais donc ce Far West comme étant cette terre que nous allions conquérir pour imaginer les contenus, pour faire progresser, comme je le disais avec les blogs tout à l'heure, la démocratie. Bon, le Far West aussi, c'est je te like ou je te bloque, je t'aime ou je te tue. Voilà, c'est donc aujourd'hui une absence totale de recul, de capacité à s'écouter, qui est donc l'extraordinaire contraire de ce qu'on décrivait tout à l'heure comme la capacité qu'a un média à laisser une expertise se développer, voire à la confronter sereinement. C'est l'absence de sérénité qui caractérise les médias aujourd'hui, sur les antennes, dans les colonnes. Pas tous les médias, pas toutes les colonnes, je le redis. Et ça, c'est donc le deuxième, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est le moment dans lequel on entre. Alors là, il est encore plus inquiétant, je pense, je ne vois pas tout en noir. Hein. J'ai des solutions après, mais ça, je le garde pour après. Enfin, des solutions. C'est qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que l'impartialité qui fonde quand même le pacte qui unit des journalistes dans une rédaction, historiquement, est quelque chose qui est en train de se dissoudre. Et que la jeune génération, qui n'a pas connu autre chose, parce que la plus jeune génération qui arrive aujourd'hui dans les rédactions n'a pas connu la société déconnectée, la société sans écran, et au fond la société sans réseaux sociaux, a parfois tendance à penser, parce que parfois aussi les écoles de journalisme ne font pas forcément bien leur travail, à penser qu'il faut forcément cliver, il faut forcément s'engager, au mépris parfois d'un certain respect d'impartialité, pour se faire entendre et pour être utile dans la société. La notion de média totalement impartial, qui instruit à charge et à décharge, et donc qui donne à voir, à entendre des experts des deux bords, parfois a tendance à se dissoudre un tout petit peu. Et on voit naître beaucoup de médias aujourd'hui, en politique ou ailleurs, qui ne sont qu'engagement et qui donnent la parole à une certaine catégorie d'experts et ne confrontent jamais deux expertises. Donc là où vous dites, effectivement, il y a beaucoup de médias où il y a du débat, de la confrontation, mais il y a aussi de plus en plus de débats où il n'y a plus du tout de confrontation, où tous les experts disent la même chose, où ils sont interviewés avec une complaisance qui n'est pas du journalisme, qui est autre chose, qui est à la frontière de la communication et du militantisme. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour le journalisme. Donc j'arrête là, parce que là, je suis en train de vous dire que le journalisme va mourir, et les médias aussi, et j'espère qu'on va pouvoir parler un peu d'autre chose. Je crois que... Bravo. Vos propos ont fait réagir, entre autres, Kirsty. Well, Je suis d'accord avec cette présentation. Ça me fait... Je dois d'abord un point de clarification. Je pense qu'il est important de dire que je ne pense pas que nous discutions de ce qu'est être un expert ou de ce qu'est de devenir un expert. C'est comment vraiment, comment avoir votre opinion ou vos faits, et donc est entendu et notifié. Et je pense que ceci revient tout simplement à la crédibilité de la personne, et bien entendu, et comment cette crédibilité, comme définir une charte peut-être, une charte, mais
ça nous ramène à des questions d'éthique, bien entendu, et parfois de la transparence, et de la transparence en perdant peut-être une certaine forme d'indépendance. Mais si vous communiquez, c'était facile avant, plus facile avant, parce qu'un journaliste pouvait dire au public, c'est un monsieur ici à quel on peut faire confiance. Maintenant, vous devez vraiment gagner votre confiance de plus en plus pour être accepté. Mais je pense également que, et il s'agit d'une position extrêmement privilégiée d'être un expert que les gens écoutent. Et donc, et ceci devrait nous rendre modestes et non pas prétentieux. Et ce serait peut-être ce qui nous fait regretter que certaines personnes ne nous écoutent pas assez. Mais et bien sûr, l'absence d'éthique de certains autres prétendus experts détruit la crédibilité de ceux qui sont éthiques et détruit leur position, affecte leur position, donc, et leur point de vue, bien entendu. Donc, je pense sincèrement que tout ceci, éventuellement, va faire revenir le pouvoir aux médias et aux maisons d'édition. Hein, vous ne l'avez pas vu arriver, celle-là. Hein? Bon, OK. Et je dois dire que nous avons eu depuis quelques années où nous avions pas assez de confiance, d'autoconfiance dans les départements éditoriaux en raison des médias sociaux. On se sentait menacé, mais je pense qu'il doit y avoir une position maintenant pour des médias bien contrôlés, bien crédibles, qui peuvent trier, qui peut revenir à la confiance dans l'information transmise. Mais en cours, ceci veut dire que cela va dépendre également de journalistes qui sont assez bons. Et donc, je pense que c'est le genre de questions que nous pouvons discuter pendant les années à venir, mais je pense néanmoins que les gens et ont un sens d'appartenance, comme vous aviez, à leur société. Les gens ont un sens d'appartenance à leur société. C'est un bon point de départ initialement pour construire de la confiance dans une société et élaborer. Et vous avez votre remarque, c'est vrai, cette espèce d'inflation d'experts n'est pas un problème technique, c'est une catastrophe en fait. Il faut avoir que les experts comprennent la façon dont les gens vivent et les défis auxquels ils sont confrontés, les problèmes qu'ils rencontrent. Je pense qu'ils sont très importants en ce moment. D'abord, la crédibilité des experts et des médias. Il faut reconnaître que cette révolte contre les élites nous frappe directement. Les gens disent cette révolte contre l'establishment, c'est une révolte également contre les experts, l'académie, l'ENA et tout ça. Et nous, on fait partie de cet establishment. Je crois qu'il faut faire une autocritique. Et les gens qui vont dire leur avis aux médias, ce n'est pas toujours une question de compétence ou incompétence. Si tu as un diplôme, d'accord, tu peux dire quoi que ce soit sur l'économie, la loi, etc., des débats sur la Constitution. Mais si tu n'es pas croyable, même si tu as le diplôme, ça devient une crise de communication. Et je voudrais établir par là le second élément que je voudrais discuter avec vous, c'est qu'on l'écosystème où l'on vit, si on imagine une piscine, le débat national, on n'a pas l'eau de la Clairefontaine d'un côté et puis des sewage, on dirait les tuyaux avec l'eau pourrie de l'autre. On a une piscine où se mêlent la vérité et les mensonges. Et ça, c'est la réalité actuelle dans les pays démocratiques ouverts. Il y a dans les social media, mais également aux médias, beaucoup d'intérêts où des trolls sont achetés par des gouvernements étrangers, où il y a des intérêts qui construisent des débats absolument artificiels, je ne sais pas comment dire, artificiaux. Et là, il faut le dire, on n'est pas en train de construire un dialogue national où il y a des citoyens ou des citoyennes qui sont purs et sont, disons, qui ont les meilleures intentions. Il y a aussi d'intérêts plutôt louches derrière certaines tendances. Et par conséquent, ça, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître qu'on vit dans un écosystème où le pourri et le pur coexistent. Et donc, je crois que ce n'est pas juste une question de signer des chartes, je suis d'accord avec toi, mais en ce moment, tu peux signer un parchemin, mais si tu n'es pas croyable, il faut, disons, nous réconcilier avec nos audiences, un peu partout, et avant de dire, écoutez, là, on établit la vérité, l'âpre vérité,
comme notre, disons, point cardinal. De l'autre côté, je ne peux pas vous assurer au niveau des réseaux sociaux si c'est comme ça. Donc, je voulais établir ces 2 points qui sont, en tout cas en Amérique, part de la discussion nationale. Alors, d'accord, la vérité, le problème avec les réseaux sociaux, c'est que la frontière finalement entre ce qui relève du savoir et ce qui relève de l'opinion n'est pas très clairement faite. Et du coup, paraît vrai quelque chose qui est simplement souvent le fait que c'est une opinion partagée par des gens qu'on lit parce qu'on lit plutôt les gens qui pensent comme nous. Et donc, il n'y a pas énormément de remise en cause de cette vérité par l'opinion qui n'est donc pas vraiment une vérité. Alors, je trouve que la grande question quand même dans tout ça, c'est, on est d'accord, on a entendu qu'il faut qu'il y ait des bons journalistes, ce que disait Kirsty, Laurent faisait observer que tous les médias ne jouent pas sur cette opposition frontale que certains médias aiment bien. Tout ça c'est vrai, mais comment vous faites dans les médias quand plus personne n'est abonné à un journal, quand plus personne ne regarde le journal de 20 heures sur aucune chaîne, et que tout le monde se balance des tweets et regarde des pages Facebook? Est-ce que vous avez des solutions? Et si je peux ajouter, parce que ce sera aussi une question pour toi, en fait, effectivement, il y a le problème de l'autoproclamation des experts, ce qui a été très bien dit tout à l'heure, j'ai publié, etc. Puis il y a la responsabilité des médias qui va avec en les invitant sur les plateaux. Et puis petit à petit, il y a le fait qu'on ne regarde plus le journal de 20 heures, on n'achète plus le journal, et on ne considère plus les médias les plus respectables, entre guillemets, comme étant de nature à donner les garanties d'intégrité et de nomination des experts, alors qu'auparavant on respectait, quand on était un expert sur France Télévisions. Alors, j'espère ne pas vous avoir contaminé sur le négatif, parce qu'il y a encore 10 millions de gens qui regardent tous les soirs des journaux à la télévision. Il y a encore des millions de gens qui sont abonnés à des journaux. Mais vous avez raison, les tendances ne sont pas à la hausse. Je pense que ça nous incite simplement, enfin là aussi c'est une histoire qui maintenant a une quinzaine ou une vingtaine d'années, à considérer qu'il n'y a pas une opposition frontale entre les réseaux sociaux et les médias. Nous sommes sur les réseaux sociaux. La question est de se dire comment on est capable de déployer les capacités, l'expertise pour le coup des journalistes à démêler le vrai du faux, à labelliser une info, une expertise sur les réseaux sociaux, exactement de la même façon qu'on le fait dans nos colonnes. C'est donc avoir une stratégie assez agressive d'être partout là où le public est au contact de l'information vraie ou fausse, de l'opinion vraie ou fausse, de l'expertise pourrie ou de qualité, comme tu disais. Et c'est donc un terrain, en fait, la capacité à travailler sur les réseaux sociaux est un terrain. Il y a le terrain physique, et puis il y a le terrain numérique sur lequel les journalistes doivent aller justement chercher, labelliser, faire le tri, en se disant sans doute qu'à terme, dans 50 ans, le journal de 20 heures, le journal enfin, les journaux télévisés tels quels auront une forme différente. Peut-être que la télévision linéaire et la radio linéaire n'existeront plus. Le sujet, c'est pas ça, c'est de se dire, y aura-t-il encore des rédactions pour faire ce travail là où le public ira chercher de l'information? Je veux pas être, et ça n'est pas être pour le coup négatif que de dire ça. Je pense que la télévision existera toujours parce que quand la télé est arrivée, on a dit que la radio allait disparaître. Enfin bon, c'est donc une répartition, et elle est toujours là. C'est une répartition, un arbitrage que le public fait sur sa consommation de médias qui est différent. Après, oui, il y a une évidence, il y a une rupture générationnelle aujourd'hui. La jeune génération qui a moins de 20 ans est scotchée aux écrans, mais pas à celui de l'écran de la télévision. Mais c'est pas grave. L'important est de faire en sorte, et on va reparler sans doute tout à l'heure sur enfin, pour moi, la solution, c'est pas la solution, c'est la frontière. Si je parlais de Far West tout à l'heure, la chose la plus cruciale, vraiment la plus cruciale à se dire pour les 20 prochaines années, c'est qu'on apprenne aux enfants, aux gens, mais aux enfants à s'informer comme on leur apprend à lire. Je pense que c'est exactement de la même nature. Aujourd'hui, on n'a pas du tout encore, au-delà des magnifiques efforts que font le Clémy, les médias dans les semaines mais apprendre à s'informer, c'est quelque chose qui, pour la démocratie, pour nos démocraties, sera quelque chose dans les 20 prochaines années qui fera basculer, j'en suis absolument persuadé,
nos sociétés dans la tyrannie ou les maintiendra du bon côté. Merci. Alors, Kirsty voulait intervenir, puis Leonardo. Moi, juste, quel est responsable de cette pédagogie? Ça dépend des pays, c'est un choix politique. C'est la façon dont on éduque nos enfants. Après, il y a les parents. Mais le problème, c'est que il faut juste dire, là aussi je décris une banalité, cette révolution a commencé il y a 20 ans. Nous sommes 1, 2 ou 3 générations perdues. Enfin, j'espère qu'elles sont perdues. J'espère que les générations qui arriveront seront prises en main et qu'on leur apprendra à s'informer comme nous ne l'avons pas été. Mais nous, c'est normal. On se débrouille comme on peut. On a vécu, enfin, pas les plus jeunes qui sont ici, mais nous avons connu une vie où il n'y avait pas la connexion, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Je ne dis pas que c'était mieux, mais on se débrouille, nous. On a un pied de chaque côté. On se dit, bon, on a quelques réflexes d'avant nous permettant de se dire que, attention, mais c'est normal qu'un gamin qui a 15 ans aujourd'hui, qui n'a pas connu, qui n'a pas forcément les mêmes référentiels, et qui surtout n'est pas dans une famille qui a forcément la ressource sociale, intellectuelle, pour apprendre à ses enfants à s'informer, à trier le vrai du faux, eh bien, il y a une fracture terrifiante qui est en train de s'élargir et qu'il est, de mon point de vue, au sens politique du terme, urgentissime dans nos démocraties de réduire. Kirsty, sorry. Je pense qu'il faut bien comprendre c'est un combat sans fin pour entraîner les gens, à amener les gens à faire en sorte de laisser le moins de gens derrière lorsqu'on en vient à être correctement informés. Et il faut se rappeler également que ceux qui sont nés à l'arrivée des sociaux médias sont maintenant dans les universités, c'est eux qui passent des masters, des bachelors et par exemple, je vois mon fils, il étudie le droit et il lit Dostoïevski, donc je pense que tout n'est pas perdu. Mais c'est mon fils. Dit madame, mais je dois vous rappeler, je vois ici, il y a des jeunes gens, lisez Dostoïevski pour info. Donc je pense qu'il faut avancer. Mais il y a eu des problèmes. Mais récemment, ce qu'on a vu en Norvège, comme vous le savez, la semaine dernière, parce que Janssen, il avait signé cet accord avec les membres de la Finlande, les nouveaux membres de l'État, la Finlande et la Suède. Et soudain, les médias en Norvège l'ont été attaqués par les forces russes. Les forces numériques russes, les trolls, ils n'arrivaient plus à imprimer les journaux, ce qui est bien sûr un nouvel type de guerre, un nouveau type de guerre. Et ce que nous avons discuté maintenant, c'est nos défis humains, mais il y a d'autres défis qui ne sont pas humains, loin s'en faut. Et donc, si quelque chose m'empêche de dormir actuellement, c'est les big fakes, ce qu'on appelle les big fakes. C'est une raison pour ne pas faire confiance à ce qu'on voit dans les médias, malheureusement. Et bien sûr, les bots. Elon Musk, peut-être pas pourquoi à cause de Twitter, mais il y avait des bots sur Twitter, donc Elon Musk ne pourra pas les nettoyer, il ne faut pas qu'il rêve. Donc il y a ces bots. Et ensuite, vous avez également ce monde, cette guerre numérique qui est en cours. Et j'aimerais entendre votre point de vue, parce que la Norvège est un petit pays, 5 millions d'habitants, mais nous n'avons pas eu encore ce type d'attaque dans notre histoire. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là, c'est vraiment je l'ai dit, c'est les vraies raisons pour ne plus faire confiance à ce que l'on voit dans les médias. Parce qu'on n'a plus la maîtrise de nos médias. anybody want to react? No? Oh, so, Il y a des questions, c'est pour ça. on n'a plus le temps, mais on peut être quand même de prendre juste une question de la salle. Merci. Moi, je partage en effet tout ce qui a été dit. Il y a un élément qui me semble également important, c'est une sorte de professionnalisation des experts. Et en fait, au bout du compte, on a des experts qui ne travaillent plus dans leur domaine et qui font que raconter, et ils perdent même finalement la connexion avec leur activité. C'est aussi, moi je suis élu, c'est un peu la même chose en politique. En politique, quand vous ne faites rien, on vous invite partout, et dès que vous travaillez, vous n'avez plus le temps, donc vous êtes nulle part. Et donc on fait toujours parler ceux qui ne sont pas dans les sujets,
Et c'est la question de la légitimité à un moment donné. Et on est dans une forme de narcissisme absolument terrible et d'égo. Et en fait, on parle plus des gens que des sujets. Et comment vous faites pour changer ça? Parce que ça devient insupportable. C'est toujours les mêmes, c'est les professionnels. Et dans tous les domaines, pas que pour les experts. En effet, on s'autoproclame, mais ça devient une véritable imposture, cette affaire. Oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Il n'y a pas de question. C'est une indignation. Moi, je parle de point de vue d'un média. C'est à nous de résister à cette facilité et donc de trouver les moyens. Encore une fois, lorsqu'on on réfléchit à une personne qu'on invite sur un plateau, puisqu'on parle de ça, à réfléchir à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois avant de l'inviter. Et à ne pas céder à une logique pavlovienne qui tient parfois au modèle économique qui consiste à se dire on n'a pas beaucoup de temps pour inviter quelqu'un, donc on invite toujours les mêmes, c'est ça. Et c'est pour ça que nous essayons et nous nous battons aussi pour que le service public continue à disposer des moyens à la fois de ne pas être dépendant de la drogue de l'audience et ensuite d'avoir un financement qui lui permet de continuer à faire travailler des gens pour correctement trouver des experts. Alors, 30 secondes. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il fallait mettre en place une déontologie des experts pour que l'expert Covid ne devienne pas l'expert États-Unis, et qu'il ne devienne pas ensuite l'expert Russie, etc. Et ça, je trouve que c'est quand même basique. Enfin, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui devraient être transparentes et qui peuvent être mises en place. Et un cercle vertueux qu'il y a entre les réseaux sociaux et les médias traditionnels, c'est justement que vous pouvez dire ça, et lorsque vous voyez quelqu'un à la télé, vous dites « Engueulez-nous ». J'en ai marre de ce type, je ne veux plus l'écouter. Vous avez le droit de faire ça, et c'est très important, cette feedback, cette rétroalimentation. Bon, je pense que le débat n'est pas clos. Merci beaucoup à tous. Merci à vous d'avoir assisté.